Pour débuter cette matinée, nous avons deux invités. Pierre-Michel Menger, qui est sociologue, professeur au Collège de France, et Éloi Laurent, qui est dans les transports, mais qui ne va pas tarder à arriver, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Donc, dans un premier temps, on va laisser la parole à M. Menger, qui va nous aider à repenser, à revisiter les différentes conceptions du travail et à les mettre en perspective avec la question de la transition écologique. Il va essayer de le faire en 20-25 minutes. Ce qui nous paraît important et intéressant, c'est qu'on puisse avoir deux interventions d'environ 20 minutes et un temps d'échange avec vous de questions-réponses. Donc l'intitulé de votre exposé, l'écologie sociale du travail. Merci à vous, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous et merci à Louise Robin avec qui j'ai eu à échanger pour ce colloque. J'ai donné un texte aux traductrices, aux traducteurs. C'est toujours un exercice difficile. Mon texte est très écrit. J'espère qu'elles pourront le suivre. Je vais le couper un peu au début, mais bon, elles suivront très facilement le texte. En tout cas, c'est toujours plus difficile de travailler à le traduire. C'est un travail. Donc je les remercie d'avance. J'occupe au Collège de France une chaire qui s'appelle Sociologie du travail créateur. Le Collège de France diffuse la totalité des contenus de ces cours sur Internet, donc vous pouvez avoir une idée précise de ce que font les uns et les autres en allant regarder les vidéos de nos cours au Collège de France. Ce matin, je vais procéder à un travail d'abord un peu théorique sur la manière de considérer le travail par une double lecture, et puis ensuite je viendrai à des questions de transition et de ce que ça peut impliquer pour ce que j'ai dit et pour l'avenir du travail, sans toucher à des questions qui seront évoquées ensuite de protection sociale directement. La double lecture du travail que je vous propose, c'est la suivante. On peut d'abord distinguer des métiers, des professions, des activités en graduant leur complexité, leur responsabilité, leur respectabilité, et aussi en les différenciant par des questions de rémunération et des relations de travail qui sont structurées et hiérarchisées. On a de ce fait un monde du travail qui est stratifié, comme on dit, avec des hiérarchies de compétences, des formes d'étendue de contrôle, des exercices de compétences monopolisées par certaines professions pour en garder la maîtrise. Mais ça, c'est une première lecture du travail qui est très familière, elle correspond à une lecture classique de la division du travail. Dans une autre conception qui est complémentaire, il s'agit de regarder l'environnement dans lequel agit un individu, un environnement social avant d'être un environnement social et naturel, disons un environnement social pour m'en tenir au monde du travail pour l'instant. Dans cet environnement avec lequel interagit l'individu est décomposable en une somme de relations qui sont à la fois certaines répétées et d'autres imprévisibles. Et l'activité elle-même, dans cette deuxième conception, elle peut être décomposée en un ensemble de tâches et de compétences qui lui sont associées. Et ces tâches et ces interactions de travail sont différemment sollicitées selon l'environnement dans lequel elles s'exercent. Ça, c'est le point de départ. Si je demande quelles sont mes chances d'obtenir un travail, ce qui est une question qui est lourde, je vais faire apparaître le pouvoir prédictif de la formation et du diplôme, avec la catégorisation des emplois qui en sont dont ces diplômes sont la colonne vertébrale. Mais si je demande comment s'y prend-on pour faire son travail, j'adopte une perspective complémentaire qui permet d'ouvrir le champ de la comparaison. Et ici, je voudrais faire apparaître les travaux de l'école de Chicago qui ont été pionniers en la matière, qui ont montré ce que tout travail avait d'essentiellement commun. Tout travail avait comme on peut dire, commensurable, c'est-à-dire qu'on peut rapporter tout travail à un autre travail par une manière ou une autre, et pas simplement par la question de la rémunération ou du statut ou de la spécialisation.
qu'est-ce qu'ont en commun les gardiens d'immeubles, les ferrailleurs, les entrepreneurs de pompes funèbres, les chauffeurs de taxi, qui sont un peu perturbateurs en ce moment, les rabbins, les institutrices, les musiciens de jazz, les psychiatres, les avocats, les médecins, toutes ces professions qu'ont étudiées mes collègues sociologues depuis plus d'un demi-siècle, quand ils ont voulu simplement se démarquer d'une sociologie strictement fonctionnaliste qui justifiait des hiérarchies de prestige des professions. Nous sommes dans des économies qui sont dominées par les services, et les services, c'est des interactions. Et donc, il est important de se demander en quoi ce qui est fondamentalement une asymétrie de connaissances, exercer un travail, c'est détenir des compétences et des connaissances que n'a pas, du fait de la spécialisation donc on a acquise, que n'a pas autrui. Donc cette asymétrie de compétences sur laquelle est fondée par exemple la relation malade-médecin ou avocat-client, elle n'est pas si différente de ce qui correspond au travail d'un plombier ou aux prestations de services funéraires, pour prendre des exemples de ces travaux de l'école de Chicago. Donc, si je pose cette question, je vais commencer à suspendre les hiérarchies de prestige des différents métiers et je vais avoir accès à toute une dynamique des processus sociaux dont l'analyse peut compléter ou peut-être aussi bousculer une analyse verticale par les qualifications et par les niveaux de rémunération. Je voudrais citer un propos du sociologue américain Everett Hughes, qui est une des figures majeures de cette école de Chicago. Ces propos datent du siècle dernier, du milieu du siècle, et il écrit « Il faut nous débarrasser de toutes les notions qui nous empêchent de voir que les problèmes fondamentaux que les hommes rencontrent dans leur travail sont les mêmes qu'ils travaillent dans un laboratoire illustre », par exemple un physicien du Collège de France prix Nobel, un collègue, ou dans les cuves malpropres d'une conserverie. Les recherches dans ce domaine n'auront pas abouti tant que nous n'aurons pas trouvé un point de vue et des concepts qui nous permettent de faire des comparaisons entre le ferrailleur et le professeur, sans vouloir rabaisser l'un ou traiter l'autre avec condescendance. Tous les mots comptent ici. Et comment donc trouver ce point de vue dont parle Everett Hughes avec tant d'éloquence? Plutôt que de qualifier la relation entre un professionnel et son client ou une professionnelle et sa cliente comme une transaction statique, définie simplement comme la fourniture par un expert d'un service demandé par un profane, on peut décrire la situation en adoptant alternativement la perspective de l'un et de l'autre sur cette situation. Ce qui est essentiel pour l'un peut devenir négligeable pour l'autre. Ce qui est absolu pour l'un sera relatif pour l'autre. Ce n'est donc pas sur l'expertise que l'accent va être mis, mais sur des caractéristiques dont chaque individu peut faire l'expérience dans toute situation d'échange, dans toute situation de travail, qu'il soit acheteur ou vendeur du service ou du bien considéré. Et le problème sera exactement le même qu'il s'agisse de consultation médicale ou de réparation automobile. Examinons un instant cette dramaturgie de la situation. L'urgence qu'éprouve un automobiliste qui confie son véhicule en panne de carburateur à un garagiste se réduit pour le garagiste à une situation assez routinière. L'automobiliste, lui, il a un besoin urgent de solution et il a une information personnelle sur ce besoin urgent, mais le garagiste, lui, a une appréciation que le client n'observe pas sur la série des réparations dans laquelle s'insère celle que lui demande son client et sur les caractéristiques exactes du travail à faire. Éventuellement, ce sera une activité tout à fait banale ou au contraire, ça peut devenir un défi intéressant et éventuellement lucratif. Et on peut généraliser l'exemple. Le décalage auquel moi, acheteur d'un service, je dois m'attendre entre l'urgence que j'ai à acquérir ce service et le traitement qui sera routinier de ma demande par un professionnel,
Ce décalage, c'est celui que dans une situation qui est inversée, je ferai éprouver à autrui quand j'aurai à répondre à sa demande d'une prestation d'un acte de travail dont je suis moi-même fournisseur. Ce même garagiste à qui je vais confier mon automobile, il viendra peut-être me voir pour parler des résultats scolaires de son fils ou de sa fille, si je suis professeur, ou pour le contrôle de sa situation fiscale, si je suis fonctionnaire des impôts. La réciprocité des points de vue est suscitée par ce caractère stratégique de l'interaction, qui est l'essence de la vie sociale, et cette réciprocité des points de vue, elle est sans cesse ancrée dans une multiplication des perspectives et des significations. Ce qui est dérisoire pour l'un peut être décisif ou vital pour l'autre. Et le propre de l'immersion du monde du travail dans ces relations d'interaction, c'est de soumettre tout le temps, chacun, à une cascade de ce qu'on appelle des interpolations de perspectives qui n'arrêtent pas. Savoir changer de point de vue et adopter le point de vue d'autrui. Regardons le cas assez différent en termes de hiérarchie de prestige du médecin et de son patient. Mais l'argument est exactement le même que dans le cas de la réparation automobile. Ça consiste aussi à immerger la situation dans une interpolation de perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis patient d'un médecin. Et je me conçois évidemment, si j'ai une maladie, comme un cas unique. Le répertoire de justifications qui me conduisent à être exigeant, que ce soit exigeant maladroitement ou adroitement quand j'interagis avec mon médecin, c'est lié à ma compréhension de ma situation en termes absolus. J'ai un besoin absolu d'un soin. Et je me pense comme un cas radicalement singulier. Donc moi, individu, je suis une totalité unique et pourtant je dois m'exposer à une situation dans laquelle le médecin isole mon problème et le détache de mon individualité et va pouvoir le loger dans une série pour poser un diagnostic et adopter une solution de traitement. Autrement dit, moi qui arrivais avec l'idée que je suis un cas absolu, mon cas devient relatif. Il est logé dans une série et il gagne à être logé dans une série. Parce que s'il y occupe une position banale, le risque d'erreur, de traitement et de diagnostic sera diminué d'autant. Autrement dit, il faut requalifier cette question d'asymétrie. Si le médecin sait comment situer mon cas et qu'il pose le bon diagnostic, c'est qu'il a acquis des connaissances pour désindividualiser mon cas. Et il y a évidemment un dilemme dans cette situation. L'attention que demande le patient, qui est soucieux que son cas soit cerné au mieux, dans toute sa singularité, sera satisfaite, en fait, si elle est déçue, c'est-à-dire banalisée. Le médecin expérimenté, c'est celui qui a vu tellement de patients et de cas différents qu'il ou elle sait identifier dans chaque patient la variante d'un problème qu'il a déjà rencontré. Et donc, on peut aller jusqu'à la généralisation du problème, l'immersion d'un cas dans une série qui est dotée de toute la variabilité qu'introduisent tous les cas qu'on a déjà rencontrés, permet de calibrer la particularité de chaque cas. Cette exploration, elle permet à la fois de casser un peu la hiérarchie de prestige des métiers, de montrer comment chaque individu doit être porteur d'une capacité à adopter le point de vue d'autrui et en tirer des conséquences, mais aussi ça permet de fracturer le travail en des éléments de routine et de non-routine. Et ça, c'est un point essentiel et aujourd'hui encore plus qu'avant. Cette décomposition du travail permet par exemple de cerner l'exposition des métiers aux effets des innovations technologiques et à la globalisation des marchés du travail. Alors cette perspective n'est pas nouvelle, mais elle a gagné en importance dans les recherches contemporaines sur le travail. De fait, certaines tâches sont directement complémentaires des évolutions technologiques. Dans le travail du médecin, diagnostiquer à partir d'un cliché radiologique, une machine va le faire à votre place.
et va donc banaliser cette partie-là de votre activité. Mais poser le jugement et le diagnostic à partir de ces clichés, c'est une affaire qui ne sera peut-être pas tout de suite confiée à des machines apprenantes. En revanche, d'autres tâches, tout en étant réalisées par des travailleurs qui sont plus ou moins qualifiés, sont constituées d'un ensemble qui est en fait peu flexible et de routine, et donc elles sont rapidement automatisables, et les métiers dont elles étaient le cœur vont être effectivement soumis à un processus de mise en compétition avec des machines progressivement. Et d'autres tâches qui sont plus ou moins qualifiées, elles aussi, ne sont pas exposées à la substitution par des machines. Par exemple, aux deux bouts de la hiérarchie des métiers, les services personnels ou les activités de type artisanal qui ont tellement intéressé les sociologues depuis longtemps, ou bien les activités d'invention, de création, qui sont réputées être celles qui nous protègent encore longtemps de la substitution par des robots. Mais de cette approche du travail par ces écoles de sociologie dont j'ai parlé, nous vient aussi un autre apport. C'est l'idée que les métiers se recomposent sans arrêt, par agrégation et désagrégation de tâches. Les tâches qu'une profession détient ne lui sont pas attachées par aucun lien absolu et permanent de nécessité. Regardez, pour parler du monde des hôpitaux qui est actuellement dans une situation de tension, entre le chirurgien hospitalier, la sage-femme, l'infirmière, l'aide-soignant, la délégation des tâches de soins aux malades est organisée, mais elle évolue sans arrêt. Et sa géométrie est mouvante. Cette caractérisation du travail indique aussi comment la valeur formatrice des actes du travail peut varier beaucoup. Un travail est non seulement qualifié, mais il doit être qualificateur. La teneur formatrice d'un travail, c'est probablement la plus grande inégalité aujourd'hui dans le monde du travail. Et 5 minutes, bon, oui, c'est cruel, voilà. Les actes de travail pour écrire ce papier sont réduits par la pendule. Mais bon, voilà, il faut que j'adopte la perspective de me mettre dans la situation que je ne suis pas seul à la tribune. Bon, nous pouvons au total procéder à une sorte de cotation des différentes tâches qui sont réunies dans toute activité selon leurs exigences cognitives, physiques, émotionnelles, selon leur caractère gratifiant, lassant, rebutant, pénible, selon la variété et la flexibilité des routines qu'elles sollicitent, selon leur potentiel formateur. C'est ce genre de raisonnement qui permet d'adopter une conception contingente et pas strictement ni fonctionnaliste ni hiérarchique simple des métiers, dans laquelle les différentes qualités positives et négatives du travail sont certes combinées selon des dosages qui créent effectivement des écarts de compétences, de rémunération et parfois de respectabilité, mais ces qualités positives et négatives, dans aucun métier, ne sont radicalement séparées. Et ça, personne ne doit l'oublier pour comprendre et adopter cette capacité à prendre le point de vue d'autrui. Alors, pour finir, puisque j'ai 5 minutes, que je vais légèrement étirer, j'espère, que comporte l'introduction des faits d'écologie au sens habituel du terme? On peut évidemment penser, à l'égard des défis de la transition écologique, on peut penser à de nouveaux métiers, on peut penser à de nouvelles expertises, on peut penser au jeu de l'innovation scientifique et technique et sociale, on peut penser à une incorporation de comportements qui sont attentifs dans des activités de tous ordres, autrement dit, une écologie personnelle de l'activité et du comportement, une écologie au sens social du terme, c'est-à-dire capacité à adopter le point de vue d'autrui. Cette transition écologique doit intervenir au moment où la raison numérique et l'intelligence artificielle prennent leur essor. Tout comme l'intelligence artificielle peut être conçue comme un hybride capital-travail,
des machines sont du capital, mais il se trouve qu'elles apprennent et qu'elles travaillent et qu'elles apprennent à améliorer leurs compétences. Donc elles sont un hybride curieux. On doit aussi supposer que l'intelligence écologique est un hybride capital entre le capital, celui de notre environnement, celui de la nature définie de la façon la plus englobante, et le travail. La nature nous apprend à inventer. Mes collègues chimistes au Collège de France me parlent sans arrêt du biomimétisme. Elle doit nous apprendre à inventer, à travailler avec elle, et pas pour la réduire à l'état de simples ressources épuisables. Ce qui est en voie d'invention aujourd'hui, c'est la machinerie intelligente du travail. Mais ce qui est moins simple à imaginer, c'est la somme des innovations, des adaptations, des hybridations, des assimilations ou des contre-modèles dont le travail humain doit être le terrain d'expérimentation permanent, maintenant que cet équilibre capital-travail est devenu si mouvant et si rapidement évolutif. Évidemment, il est facile de faire la liste de toutes les évolutions concevables qui vont amplifier des solutions qui sont déjà existantes ou certaines émergentes. Il est plus facile de faire ça que de définir un modèle qui équilibrera toutes ces évolutions pour les rendre à la fois solidaires et dynamiques et évolutives. On peut imaginer que le tiers secteur va connaître une expansion en favorisant des partenariats entre entreprises, collectivités locales et acteurs de tout niveau, que la culture du do-it-yourself, de l'échange et de la coopération non marchande va s'étendre et ne cessera pas d'innover. On peut supposer que des métiers comme les métiers d'art, diversement nourris d'innovation, attireront davantage, donc la revanche de l'artisan sur l'industriel, si on veut. On peut imaginer que la carrière des biens durables sera davantage engagée dans une économie du recyclage et du réemploi. On peut imaginer aussi aisément que l'éducation sera une dimension et pas simplement une fonction, une séquence dans la biographie et le développement des individus. Les machines apprenantes seront des inducteurs et des prescripteurs de formation individuelle incessante, mais pas le tout de la formation. Et tout élément de notre environnement individuel, en tant qu'émetteur de données et d'informations, sera contributeur dans cette imbrication entre activité et apprentissage. Si les machines apprennent, elles nous apprendront aussi à apprendre. Le domaine de l'éducation et de l'apprentissage sera celui, je crois, de toutes les interactions transformatrices. Entre humains, c'est classique. Entre humains et machines, c'est déjà un peu moins classique. Et entre machines elles-mêmes, et ça, c'est encore moins classique. Mais il y a un paradoxe redoutable. L'investissement en formation est habituellement le ressort de la distribution des destins individuels entre les différents métiers et professions selon l'intensité, la technicité, le degré de spécialisation de l'apprentissage. Il se trouve que les machines intelligentes dévalorisent ceux des apprentissages qu'elles savent maîtriser, mais qu'elles augmentent aussi la valeur des apprentissages plus complexes que réalisent les ingénieurs, savants et individus créatifs, précisément pour augmenter la capacité d'apprentissage des machines. Autrement dit, la révolution de l'intelligence artificielle va affaiblir le lien social entre formation et travail en renforçant le lien économique entre capital, celui des machines, et travail. Et donc le travail est appelé à se réinventer dans toutes les dimensions qui ont été classiquement constitutives de l'activité humaine depuis la première révolution industrielle. Je veux dire les lieux d'exercice du travail, les modes de rémunération, les rythmes, le partage entre travail, hors travail, consommation, loisirs, formation, les modalités de transmission des savoirs du travail, les hiérarchies de qualification qui sont aujourd'hui mises à mal par l'évitement de la partie centrale. Mais le travail doit être repensé dans ce qui fait son caractère profondément humain, c'est-à-dire l'art du jugement, le pouvoir de l'intuition, les capacités comportementales qui sont requises dans les interactions entre humains, et peut-être entre humains et machines, la capacité de coopération et aussi, un grand sujet, la tolérance à l'erreur. Je finis. Dans la première partie de mon exposé, j'ai parlé de la puissance de cette aptitude spécifiquement humaine à adopter le point de vue d'autrui sur une situation
et à créer de la socialité et de l'intercompréhension à partir de ce que j'appelle l'interpolation des perspectives. Je voudrais terminer en rappelant que la question écologique comme problème, comme agenda et comme nouveau répertoire de comportements individuels et collectifs conduit à élargir le cercle des parties prenantes de la socialité, de l'interpolation des perspectives. La population des autrui de référence pour chacun d'entre nous est de plus en plus diverse, culturellement, ethniquement, spatialement, le quartier, la ville, la région, le pays, le continent, la planète, temporellement, les vivants d'aujourd'hui, les vivants des générations futures, biologiquement, les humains et les non-humains. On parle beaucoup d'actions ou d'entreprises ou d'organisations socialement responsables. Une qualification simple de cette responsabilité peut consister à dire « est responsable celui ou celle qui sait étendre ses capacités d'interpolation de perspective, ses capacités de se mettre à la place d'autrui, à une population de plus en plus étendue d'autrui. » Non pas pour être plongé dans un chaos d'identification désordonné et instable, mais pour savoir construire des équilibres et pour savoir que ces équilibres sont par essence temporaires et qu'ils doivent être réinventés sans cesse. À ce titre, ce que j'appelle cette socialité des interpolations de perspectives ou des réciprocités de perspectives ne dissout pas les identités individuelles dans je ne sais quelle société liquide, mais elle consolide ces identités en les rendant consciemment solidaires de leur écologie sociale. Merci. Merci beaucoup. Pour avoir ce temps de questions-réponses, je donne aussitôt la parole donc à Éloi Laurent, qui va aborder un autre sujet. Peut-on parler d'une protection sociale écologique? Bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, donc je suis économiste. Je m'intéresse aux questions d'économie d'environnement, d'économie écologique. Et j'ai développé depuis une dizaine d'années des travaux sur ce que j'appelle la sociale écologie, c'est-à-dire l'articulation entre les questions sociales et les questions écologiques. Et donc je vais essayer de vous donner mon sentiment sur ce thème du travail dans la transition écologique, de cette perspective sociale écologique. Donc je vais commencer par définir le travail, ensuite faire un petit retour en arrière sur la protection du travail. Ensuite, vous dire où nous en sommes aujourd'hui, au début du XXIe siècle, de cet enjeu social écologique. Et puis, je terminerai sur les textes qui sont parus récemment, à la fois le texte du centenaire de l'OIT, le travail au XXIe siècle, et le manifeste de ce colloque qui, si j'ai bien compris, sera présenté demain. Alors, d'abord le travail. Je propose de définir le travail de la manière suivante. Le travail comme activité humaine de transformation de l'environnement en vue d'améliorer le bien-être. D'accord ? Donc, transformation de l'environnement par le travail humain en vue d'améliorer le bien-être. Si on prend cette définition simple du travail et qu'on se remet à la fin du XIXe siècle, on a un double mouvement de protection du travail. On a bien entendu l'émergence de la protection sociale. Les premières lois sur l'État-providence et la protection sociale, c'est, comme vous le savez, le début des années 1880 en Allemagne. Et donc, il s'agit de protéger le travail et de protéger le bien-être issu du travail, mais on a dans le même temps ce que l'on pourrait appeler non pas l'activité consistant à protéger le travail, mais à protéger du travail. Et c'est l'émergence simultanée de cette protection du travail à la fin du XIXe siècle de la question écologique. On peut dire que la question écologique a toujours existé, qu'elle a été là de tout temps. La réalité, c'est que le mot même d'écologie apparaît exactement, en tout cas est contemporain de cette idée de la protection sociale. L'écologie et la protection sociale sont deux réalités, deux concepts et deux réalités en termes de politique publique qui apparaissent à la fin du XIXe siècle. Ernst Haeckel utilise le radical oikos pour former écologie, le même radical que Aristote et Xénophon avaient utilisé très longtemps avant pour former économie. Et donc vous avez à la fin du XIXe siècle à la fois l'idée de protéger le travail, mais donc protéger le bien-être ici du travail, mais aussi de protéger le bien-être du travail. C'est-à-dire dans l'idée de reconnaître que
l'altération des écosystèmes, la destruction des écosystèmes, qui est de plus en plus apparente dès le XIXe siècle. Il y a des ouvrages qui sont tout à fait clairs sur le fait qu'on réalise à quel point le travail humain est en train d'altérer la biosphère et que, altérant la biosphère, il altère évidemment le bien-être humain tiré des écosystèmes. Et donc vous avez ce double mouvement, et donc c'est pour ça qu'on voit bien que la social-écologie vient de loin, elle vient d'au moins un siècle. C'est-à-dire ce double mouvement, d'un côté de la protection sociale et de l'autre de la protection écologique. Et l'apparition du mot écologie est précédée, notamment aux États-Unis, par l'essor, enfin est précédée, accompagnée, suivie par l'essor des mouvements préservationnistes, conservationnistes, qui sont les premiers mouvements organisés, à la fois intellectuels, politiques, de préservation de l'environnement, avec des perspectives différentes, le conservationnisme et le préservationnisme, mais avec fondamentalement cette idée du bien-être humain au cœur des écosystèmes. Donc, quand on parle de protection du travail, il faut se dire qu'il faut à la fois protéger le travail et se protéger du travail, protéger le bien-être humain de ce que peut faire le travail humain. Et si vous voulez en avoir une idée nette, on peut prendre deux rapports très récents qui ont évidemment fait l'actualité. Le premier rapport, c'est le rapport qui vient d'être rendu par l'IPBES, sur l'évolution de la biodiversité. Et ce rapport nous dit très clairement, si vous regardez en tout cas le résumé qui en a été donné, le rapport lui-même n'est pas encore connu, que le problème fondamental de la destruction de la biodiversité aujourd'hui, cette fameuse 6e extinction qui est engagée, ce n'est pas encore le changement climatique. Le vrai problème, c'est le travail agricole. Ce que dit le rapport de l'IPBES, c'est que la raison, l'IPBES, c'est-à-dire la plateforme pour l'écosystème et la biodiversité, donc l'équivalent du GIEC, ce que le GIEC fait pour le climat, depuis, à la suite des accords de Nagoya, on a créé une plateforme intergouvernementale pour étudier les services écosystémiques et la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, et qui vient de rendre son premier rapport d'évaluation mondiale, qui nous donne une idée, qui est la première évaluation depuis 15 ans, puisque la précédente datait, c'était le Millennium Ecosystem Assessment, la dernière chose qu'on avait au tournant du XXIe siècle, donc, qui était la dernière évaluation globale des écosystèmes et de la biodiversité. Donc on a une nouvelle évaluation. Si vous lisez cette évaluation, ce qu'elle vous dit, c'est que ce qui détruit la biodiversité et les services écosystémiques, qu'on appelle maintenant les contributions de la nature, dans un nouveau jargon scientifique, eh bien, c'est le travail agricole. En un sens, c'est pour ça que c'est très inquiétant, ce rapport de l'IPBES, parce que c'est le rapport qui vous dit que la biodiversité est en train d'être détruite avant même que les effets les plus graves du changement climatique provoqué par l'homme ne se soient produits. Nous sommes dans la phase, en un sens, antérieure à cette destruction par le changement climatique. Et pourtant, la biodiversité et les écosystèmes sont détruits, et ils le sont par le travail agricole, par la destruction des sols. Le grand phénomène majeur qui est mis en lumière dans ce rapport, c'est l'altération des sols, et c'est donc évidemment le sous-sol, le sol et le vivant, par le travail humain, par le travail agricole. C'est ça qui détruit la biodiversité et les écosystèmes. D'accord ? Donc évidemment, on voit bien la nécessité de se protéger du travail, de protéger les écosystèmes du travail, parce que le travail et la subsistance qui en est issue n'est qu'une dimension du bien-être, et l'autre dimension fondamentalement, je pense, de plus en plus adverse au travail, c'est bien sûr la santé. Et c'est bien sûr le rapport entre les écosystèmes et la santé. Et donc il s'agit de protéger la santé dans ce qu'elle a de lié avec les écosystèmes du travail, et en l'occurrence du travail agricole. Si vous prenez l'autre grand rapport qui a beaucoup secoué la communauté internationale ces derniers mois, qui est le rapport du GIEC, le fameux rapport 1,5 degré, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut protéger la biosphère du travail industriel. C'est très exactement ce qu'on vous dit. On peut appeler ça capitalisme. Il faut sans doute appeler ça capitalisme. Je ne pense pas du tout, personnellement, que l'idée de capitalocène soit si utile que ça par rapport à l'idée d'anthropocène. Mais, je veux dire, vous pouvez appeler ça capitalisme ou capitalocène, vous pouvez appeler ça aussi travaillocène. Enfin, je veux dire, ce qui est au cœur, le capitalisme est un régime d'organisation et d'exploitation du travail, je ne le conteste pas. Mais ce qui est au cœur, à la fois de la destruction de la biodiversité et des écosystèmes et du changement climatique, c'est le travail humain. C'est ce que le travail humain fait à la biosphère, fait à l'habitat humain, fait à la Terre. C'est le travail de la Terre, au sens du travail de la planète Terre, pas seulement le travail des sols. Voilà. Donc c'est le travail de la Terre. Et c'est d'ailleurs aussi le commerce de la Terre, puisque ce travail de la Terre, donc un autre rapport récent qui est apparu nous dit que jamais l'économie n'a été aussi matérielle. Cette idée que le numérique va dématérialiser l'économie et que la transition numérique est l'allié fondamental de la transition écologique. Je pense que c'est une illusion complète.
Nous sommes dans une économie qui n'a jamais été aussi matérielle. Nous n'avons jamais autant extrait de ressources naturelles pour les consommer. Jamais. Et ça s'accélère depuis 15 ans que la transition numérique se déploie. Donc en fait, nous sommes dans une rematérialisation des systèmes économiques. Et s'il y a eu dématérialisation relative, elle a eu lieu au cours du XXe siècle. Le début du XXIe siècle, c'est une époque de rematérialisation des systèmes économiques. Donc voilà pourquoi il faut se protéger du travail, et pas seulement protéger le travail. C'est parce que le travail agricole, comme le travail industriel, conduisent à la destruction de la biosphère, qui, elle-même, conduit à la destruction du bien-être humain en ce qui est lié aux écosystèmes. Et donc c'est un problème complexe, le problème social écologique. Il faut faire cette double protection. On ne peut pas simplement dire il faut protéger le travail. Alors, la question maintenant, c'est que faire? Comment construire la seule chose que les humains font de vraiment utile, c'est-à-dire des institutions de la coopération qui permettent de préserver le bien-être humain avant que celui-ci ne s'effondre sous le poids des systèmes économiques. C'est très simple. Le bien-être humain c'est pas du tout simple à faire, mais c'est simple à formuler. Le bien-être humain a pris son essor au XIXe siècle, il s'est démocratisé et très largement diffusé sur la planète au XXe siècle, et il est en passe d'être balayé au XXIe siècle par les crises écologiques qu'on a mis en mouvement au XIXe siècle. Voilà. C'est à peu près ça qu'on a devant nous, et on a 30-40 ans pour réorienter profondément les systèmes économiques avant que la biosphère ne s'effondre sous le poids de ces systèmes économiques qui sont devenus incompatibles avec ce qui les sous-tend, c'est-à-dire les écosystèmes et la biodiversité. Donc, dans mes travaux, ce que j'avance comme idée, c'est qu'il nous faut faire une métamorphose de ce qu'a été l'État-providence, inventé à la fin du XIXe siècle, en un État social-écologique. Il faut réinventer l'idée de protection sociale à la lumière d'une réalité qui est que les crises écologiques sont des risques sociaux. Voilà. De même qu'on a mutualisé les risques sociaux pour les réduire et qu'on l'a fait de façon extraordinaire à partir de la fin du XIXe siècle. Je crois que rien n'est plus idiot que d'attaquer la protection sociale, d'attaquer l'État-providence. C'est l'institution la plus géniale de l'histoire de l'humanité, l'État-providence, concrètement. C'est ce qu'on a fait de mieux, c'est ce qui a permis la justice sociale, qui a permis la santé, qui a permis l'éducation. Regardez ce qu'était l'espérance de vie au début du XXe siècle, regardez ce qu'elle est à la fin du XXe siècle, grosso modo le double. Regardez les taux de scolarisation au début du XXe siècle, ce qu'ils sont à la fin du XXe siècle. Voilà, on passe de 30% à 90%, grosso modo, dans le secondaire. Donc tout ça, ça a été permis, pas seulement par la médecine et la technologie, ça a été permis par la mutualisation des risques sociaux et du coup leur réduction et le fait de faire avancer de façon extraordinaire le développement humain. Le XXe siècle, c'est bien sûr le siècle des destructions et de la violence, c'est aussi le siècle du miracle du développement humain, du point de vue de l'éducation, de la santé, de tout ce qui compte vraiment, et évidemment, malheureusement aussi, du PIB et de la croissance, qui sont des indicateurs totalement dépassés au XXIe siècle. Donc l'État social écologique, c'est construire de nouvelles politiques publiques qui prennent en compte cette réalité très simple, qui est que, les crises écologiques sont des risques sociaux, elles doivent être mutualisées, elles doivent être, si on veut réduire, le premier mouvement, c'est de transformer l'incertitude en risque, et ça, c'est la science qui peut le faire, et une fois qu'on a transformé l'incertitude en risque, une fois qu'on a les crises écologiques comme risque et pas seulement comme incertitude, alors il faut entrer dans le monde de l'assurance. Et c'est cette assurance sociale écologique qu'il faut construire. Donc, d'où l'idée de protection sociale écologique. La protection sociale écologique, c'est précisément le fait de considérer que les fonctions de la protection sociale doivent être étendues aux crises écologiques, qui sont fondamentalement des risques sociaux qui se réalisent sous nos yeux. Les inondations, les canicules, l'altération de la santé humaine partout sur la planète du fait des crises écologiques, c'est évidemment des risques sociaux. Et qui, bien sûr, concernent avant tout les plus vulnérables. C'est bien sûr des crises écologiques qui affectent avant tout les plus pauvres et les plus vulnérables, bien sûr, à qui, en fait, on promet l'enfer sur Terre et à qui on commence déjà à faire vivre l'enfer sur Terre du fait de ces crises écologiques. Et on a des sentinelles écologiques qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui nous alertent sur ce qui va tous nous arriver si on ne construit pas des institutions de protection collective. Donc c'est vraiment le plus mauvais moment pour défaire les protections collectives. C'est vraiment le plus mauvais moment auquel on peut penser pour défaire les protections collectives. C'est le moment exact où on en a le plus besoin, où il faut les réinventer. Alors, je ne vais pas être trop long, et donc j'en viens. On pourra discuter des modalités de la protection sociale écologique et de l'État social écologique, mais j'en viens aux deux textes, puisque je suis à peu près dans les clous du temps,
Oui. Donc j'en viens pour finir aux 2 textes. Donc voilà le programme. Le programme tel que je le vois en tout cas pour les 30-40 prochaines années, c'est comment on construit l'État social écologique et comment on construit la protection sociale écologique. Et avec cette double mission, protéger le travail et se protéger du travail. Par exemple, ça veut dire que dans une ville comme Paris, il faut enfin avoir une réglementation sérieuse sur la pollution de l'air. Et c'est valable pour toutes les zones urbaines françaises, parce que la pollution de l'air aujourd'hui, ça tue autant que l'alcool en France. C'est 50 000 morts prématurées, et c'est la nécessité absolue d'avoir des réglementations environnementales pour protéger quoi? Protéger le bien-être humain, c'est-à-dire la santé, du travail. Parce que les utilitaires qui nous sont envoyés par la magnifique transition numérique qui dématérialise tout, mais qui nous envoie des tonnes et des tonnes de carton et des tonnes de diesel, etc. Donc on voit bien l'illusion totale. Le dernier kilomètre, c'est, si vous voulez avoir une idée de la rematérialisation des systèmes économiques, regardez le dernier kilomètre dans les centres urbains. C'est ça, Amazon. Ça n'a rien à voir avec le fait de dématérialiser quoi que ce soit. Ça matérialise, c'est des tonnes et des tonnes de déchets en plus, c'est des tonnes et des tonnes de pollution en plus, de camions sur les routes, etc., etc. Donc la question, c'est comment on protège la santé du travail humain. Vous voyez bien que ce n'est pas le travail qu'il faut protéger là. D'accord ? C'est la santé qu'il faut protéger, contre le travail. Alors, j'en viens donc aux 2 textes qu'on a là à étudier dans le cadre de ce colloque. Le premier texte, c'est donc le texte du centenaire de l'OIT sur le travail au XXIe siècle. Je m'excuse par avance auprès des représentants de l'OIT qui sont dans la salle. C'est un texte qui m'a vraiment déçu, je vous le dis, et il m'a vraiment déçu pour une raison très simple, qui est qu'il y a à peu près rien sur la question de l'environnement. C'est-à-dire que pour moi, s'il y avait un aggiornamento à faire, s'il y avait une réflexion sur le travail au XXIe siècle à faire et qui devait se retrouver dans ce texte sur le travail au XXIe siècle, c'était comment on intègre la question écologique au travail. Et je trouve que c'est un texte qui est vraiment insuffisant de ce point de vue-là. Je trouve que ce n'est pas du tout un texte qui réfléchit à la question de comment inventer le travail au XXIe siècle dans la perspective des crises écologiques, qui sont, qu'on le veuille ou non, la chose fondamentale que nous avons devant nous. Quand on aura compris qu'on s'est fondamentalement trompé de transition il y a 15 ans en optant pour la transition numérique, qu'on réussit magnifiquement alors qu'on est en train d'échouer lamentablement sur la transition écologique, il n'y a rien qui impose la transition numérique, sinon l'urgence du profit des entreprises de la tech, de la Silicon Valley. Il n'y a aucune nécessité à tout numériser, aucune nécessité. Par contre, il y a toute la nécessité du monde à nous préserver des crises écologiques. Donc fondamentalement, c'est une erreur de transition. On s'est trompé de transition et il faut le reconnaître vite, parce que la transition numérique devient de plus en plus un obstacle, non seulement à la justice sociale, mais à la transition écologique elle-même. C'est un immense obstacle et un obstacle de plus en plus énorme à la transition écologique. Donc il faut rapidement prendre le bon chemin qui est faire la transition écologique, et donc c'est ça qui nous attend comme tâche. Ce texte, malheureusement, nous dit très peu de choses sur cette question. Et c'est là où intervient le manifeste de ce colloque, parce que le manifeste de ce colloque, à mon avis, précisément comble cette lacune. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce manifeste, parce que ce manifeste, je le lis comme un texte qui vient précisément poser la question que ne posait pas ce texte de l'anniversaire de l'OIT du centenaire, c'est-à-dire la question du travail dans le cadre de la transition écologique. Voilà. Pour autant, on peut améliorer de bien des façons ce texte, évidemment, et en particulier, je pense qu'il faut un petit peu le muscler du point de vue des institutions. Parce que ce qui me manque un peu dans la lecture de ce manifeste, c'est précisément l'État social écologique, la protection sociale écologique, c'est-à-dire quelles sont les institutions qu'on va construire pour, en effet, concilier ces 2 réalités qui sont d'un côté le travail et la transition écologique. Donc je pense qu'on pourrait encore améliorer les choses du point de vue de la réflexion sur les institutions et les politiques publiques qui sont à même de concilier, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bienvenu par rapport à cette lacune de ce texte de l'OIT. Voilà. Et c'est, en effet, ça dessine énormément de perspectives très importantes, comme les inégalités environnementales, comme en effet l'articulation sociale et écologique, voilà, qui sont pour moi les vraies questions essentielles du travail au XXIe siècle. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. 2 interventions, 2 registres différents. Nous avons maintenant une demi-heure, c'est important, pour prendre les questions et engager un débat avec nos intervenants. On va prendre une première série de 2-3 questions, monsieur. Oui, Éloi Laurent, je voulais savoir quelles étaient les institutions à construire et les politiques à entreprendre. Merci, on va prendre 2 heures. Jérôme. Oui, pour Éloi Laurent aussi. Vous parlez d'assurance par rapport au risque. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette manière de présenter les choses de moins travailler sur vraiment la prévention et travailler à la racine et les causes de ce qui provoque
les risques. Un tremblement de terre, on ne peut pas trop travailler sur les causes, donc on assure sur les effets. Mais là, le travail à faire est moins sur l'assurance sur les risques des effets, mais surtout sur les causes pour faire la prévention. Micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre intervention. La question que je me pose, c'est le pouvoir de l'État-providence devant la complexité des risques écologiques. Parce que on peut changer les choses quand on est sur un territoire où on est libre et qu'on a les tenants et les aboutissants. Or, les crises et les risques écologiques dépassent les frontières. Et donc, quel est le futur État-providence qui aurait le pouvoir d'influer aussi sur les frontières et une planète, en fait, plus qu'un pays? Question, madame. Et en fait, ma question est tout à fait liée. J'aurais voulu mieux comprendre l'articulation entre l'État qui gère les risques et en fait les plus vulnérables qui sont souvent à l'autre bout de la planète. Et du coup, j'aurais aussi aimé que vous développiez les modalités de cet État-providence. Vous nous avez donné un exemple, mais si vous en avez d'autres. Merci pour votre intervention. Oui, l'État-providence a été utile. Est-ce que j'aurais fait des études s'il n'y avait pas eu cet État-providence? Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais que vous détailliez peut-être un petit peu ce que vous entendez par nouvelle institution. Il me semble important aussi peut-être d'explorer la piste d'amener les citoyens aussi à construire ces politiques, que tout ne repose pas sur les institutions. C'est clair. Oui. Alors merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de les synthétiser en deux thèmes principaux. Donc la première qui est quelle est la nature des crises écologiques? Est-ce qu'elles sont globales? Est-ce qu'elles sont locales? Et quelle est l'utilité d'avoir des institutions à l'échelon national si tout est global? Et la deuxième qui est quel type de politique? Est-ce qu'il s'agit de risques, de prévention? Et donc quelle association avec les citoyens dans la construction des institutions? Ce qui répondra donc aussi à la première question. Les crises écologiques, elles sont globales et elles sont locales. Il y a plein de crises écologiques qui sont locales. Je veux dire, en France, je vous en prends deux exemples. Le premier exemple, qui est la pollution urbaine, c'est une crise française. C'est une crise française qui est liée à l'aménagement du territoire français, qui est liée à la politique fiscale française sur le diesel, qui est liée à l'absence de politique vraiment réelle sur la protection des centres urbains. Vous allez à Berlin, c'est tout à fait différent. On a pris depuis maintenant 10 ans des mesures de restriction d'accès au centre-ville et on n'a pas les effets sur la santé des particules fines qu'on observe en France. La crise des particules fines en France, dont on se rend compte année après année avec les études sanitaires que c'est peut-être une des questions les plus graves qui concernent la santé des enfants, de tout le monde, des plus vulnérables d'abord et donc des enfants, avec des perspectives qui sont d'avoir des enfants qui sont affectés pendant 20, 30, 40 ans de leur vie, avec maintenant des perspectives sur la santé mentale. On réalise que la pollution de l'air, c'est pas juste un problème de système respiratoire, c'est aussi un problème de système nerveux, de fonction cérébrale, qu'on a maintenant des phénomènes de démence qui sont associés à la question de la pollution de l'air. Ça, c'est un problème français. C'est un problème franco-français, comme on dit horriblement en France. Ça n'a rien à voir avec ni la réglementation européenne, ni ce que font les autres pays, et ni l'importation de la pollution urbaine via des franchissements de frontières. D'accord ? C'est un problème français. Et c'est peut-être le problème le plus grave qu'on a aujourd'hui en France. Parce que le changement climatique en France, il est heureusement pas encore complètement là. On commence à en avoir les effets. Par contre, la pollution urbaine, elle est là. Je vous dis, 50 000 morts, c'est autant que l'alcool. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Enfin, 50 000 décès prématurés. Par ailleurs, la biodiversité, c'est une crise globale, c'est aussi une crise locale. La destruction de la biodiversité en France et des écosystèmes, ce sont des problèmes locaux. La destruction d'un lac, la destruction d'un massif montagneux, etc., c'est des problèmes locaux, ce pas des problèmes globaux. Donc le changement climatique n'est pas la seule crise écologique. C'est la crise écologique qui attire à elle toute l'attention et qui donne l'idée que toutes les questions écologiques sont globales. Ce n'est pas le cas. Oui, le changement climatique, il est global dans la partie atténuation. Dans la partie adaptation, il est local.
la manière dont New York se prépare au changement climatique n'est absolument pas la façon dont Bordeaux doit se préparer au changement climatique. Donc il y a, y compris dans le changement climatique, une dimension locale qui est extrêmement forte du point de vue des politiques d'adaptation. Donc ça justifie totalement le fait qu'on réfléchisse à cet état social écologique. Du point de vue mondial, c'est le mécanisme loss and damage des négociations climatiques, c'est-à-dire comment on met en place des systèmes d'assurance financés par les pays les plus avancés et les plus riches pour les pays les plus pauvres, en cas de survenue d'un typhon aux Philippines, par exemple. Donc ça, c'est un mécanisme social écologique au niveau global. Mais au niveau local, on a besoin de ça. Et ça, c'est la pollution urbaine en France. J'aurais pu prendre la question des inégalités alimentaires, de la justice alimentaire, qui est une question majeure qui est en train de monter, de la précarité énergétique. Enfin, il y a énormément de sujets qui sont en réalité des sujets locaux. Deuxième réponse sur la question de risque et prévention. Est-ce que finalement la perspective du risque n'induit pas le fait, un petit peu comme l'économie circulaire, pour que l'économie circulaire fonctionne, il faut des déchets. Donc en fait, plus on a de déchets et plus on peut recycler et plus on fait de l'économie circulaire, mais on ne réduit pas le problème à sa source. Donc est-ce que si on commence à assurer les risques sociaux et écologiques, on ne va pas finalement avoir besoin de la réalisation de ces risques et pas faire de prévention? Non, moi j'entends risque comme risque également non réalisé. Pour moi, si vous voulez, l'État-providence, ou moi je suis économiste, la théorie des finances publiques de Musgrave vous dit un État, ça fait trois choses. Ça fait de l'allocation, de la redistribution et de la stabilisation. C'est la théorie des finances publiques de Musgrave. L'allocation, c'est comment on fait en sorte que la mauvaise allocation des ressources par le marché soit corrigée par l'État au stade où les risques n'ont pas été réalisés, au stade préventif. C'est-à-dire d'avoir des politiques environnementales ambitieuses sur la pollution urbaine, c'est préventif. C'est pas une question, c'est pas curatif, c'est pas une fois. Je vous parle pas de l'adaptation de la sécurité sociale aux nouvelles pathologies respiratoires. Je vous parle du fait qu'il faut protéger la santé des enfants pour que dans 30 ans, ils ne développent pas les pathologies respiratoires. Donc c'est comment rendre visibles les coûts économiques et sociaux invisibles des crises écologiques. Et donc c'est pas du tout une logique, enfin c'est pas seulement une logique de il faut augmenter les dépenses publiques. Il faut réduire les dépenses publiques en réduisant des risques qui aujourd'hui sont parfaitement là, mais qui sont invisibles aux yeux des décideurs économiques. Et vous allez comme ça, et donc il y a vraiment une logique très différente entre d'un côté l'idée de vous calculer combien ça coûte en pourcentage du PIB, blablabla, et vous dites c'est pour ça que la santé est importante parce qu'elle coûte 5% du PIB, puis l'autre problématique qui est de dire ça a des coûts considérables du point de vue sanitaire. Ça ne va pas coûter un centime de plus de réduire ces coûts. Enfin, ça va coûter, à vrai dire, parce que oui, réduire l'accès automobile au centre urbain, ça a un coût. Mais le coût en termes, les gains, les bénéfices en termes de santé et de bien-être vont être tellement colossaux qu'en fait, on va avoir des économies, fondamentalement. L'État social écologique, c'est un État qui fait des économies en termes de dépenses sociales. C'est pas un État qui va réduire toutes les crises écologiques, vous réduirez considérablement le budget qui est attaché au traitement des cancers environnementaux qui montent en puissance absolument partout, de toutes les pathologies liées aux crises écologiques et de toutes celles qui arrivent par le changement climatique. D'accord ? Bon, voilà, je ne vais pas faire trop long pour ne pas accaparer la parole. Je suis intrigué par un problème qui est de dire si le travail c'est l'ennemi de la santé, ça veut dire que nous avons tous des bullshit jobs. Et ça c'est un problème quand même assez sérieux. On peut le penser de bien des manières. Je voudrais éviter qu'il y ait une sorte de lecture verticale de la société où on dirait qu'il y a un endroit qui... À un moment donné, vous avez parlé des sciences qui détiendraient la capacité de transformer une incertitude en risque, ce qui est une définition classique, effectivement. Mais si les scientifiques sont ceux qui détiennent la vérité, pourquoi est-ce que ce monde a évolué de cette manière-là? Donc, évidemment, c'est tout le problème d'une dynamique qui doit être modifiée en évitant simplement un raisonnement qui dirait nous avons tout fait faux depuis un siècle. Parce que pourquoi est-ce que nous ne ferions pas faux de nouveau pendant le siècle qui va venir? Et c'est là que le raisonnement est assez sophistiqué. Le problème de penser le futur est toujours le même. Soit vous dites j'extrapole le passé et voilà, j'ai le futur, ou alors vous dites non, je construis des scénarios suffisamment complexes pour éviter de tomber dans le piège de l'extrapolation du passé, parce que sinon on va reproduire les mêmes erreurs indéfiniment. Voilà, c'est mon bref commentaire. On reprend une série de questions, si vous voulez bien, Guillaume. Vous avez évoqué la question de l'institutionnalisation de ces problématiques. Hier, on a évoqué la question d'un pouvoir peut-être un peu dur
comment est-ce que vous abordez cette question entre l'urgence et le besoin de construire tous ensemble des solutions qui vont prendre un temps fou, et donc le rapport à... Est-ce qu'on a une difficulté à aborder cette question de l'institutionnalisation, parce qu'on sent bien qu'il y aura un rapport à l'autorité un peu dur et un peu fort, et que là, il y a entre eux des mouvements qui sont plutôt coopératifs, l'économie circulaire, et qui sont des mouvements très lents, et le besoin qui est rapide, qui nécessiterait un pouvoir fort. Comment est-ce que vous voyez les choses? Bonjour, merci d'abord de vos interventions. Vous avez parlé de mutualisation des risques. Qui dit mutualisation dit acceptation à mettre en commun. Et cette question de la mise en commun d'un travail dans le fil rouge, monsieur a rappelé l'idée d'un travail durable et solidaire. Cette question de la solidarité qui vient des interactions qu'il y a entre les humains, comment on la traite, comment on l'aborde? J'aurais une question sur la hiérarchie de prestige. Est-ce qu'il y a eu une étude comparative en fonction des cultures des différentes sociétés, suivant qu'elles sont plus ou moins techniques, des sociétés occidentales jusqu'aux indigènes? Oui, dans les différents rapports que vous avez évoqués, il y a également d'autres rapports comme celui les décisions sur les objectifs du développement durable définis par l'ONU en 2015, et je voulais savoir si, bon, l'un ou l'autre, vous considériez que c'était une bonne démarche que d'essayer de définir une trajectoire 2030 avec un certain nombre d'indicateurs, sans d'ailleurs forcément définir le mode d'emploi, ou c'était un pis-aller qui ne réglait ni le problème du travail, ni le problème de la sociale, l'écologie, tel que vous l'envisagez par exemple, Monsieur Éloi. À part ce levier très puissant de protection du travail, de mutualisation des risques, quelles autres propositions pour transformer le travail de l'intérieur et qui ne soit pas justement générateur de tous ces risques? Bonjour. Alors moi je voulais vous poser une question sur la place de l'État dans tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé d'État-providence, etc. Mais on est dans un monde qui est de moins en moins statocentré. Donc quelle légitimité il y a à mettre encore l'État au centre de tout ça? Oui, sur la question des hiérarchies de prestige, c'est l'objet de recherche. Il y a des exemples de recherche internationale, je connais plutôt celle du monde, disons, occidental, parce que l'échelle des activités ou la différenciation des activités et le système même d'organisation du marché du travail a poussé à comparer davantage ces métiers dans les pays développés. Mais il y a des travaux, je pense à ceux par exemple de Hofstede sur les différences culturelles entre les mondes, sur beaucoup de dimensions différentes, et qui permettent de calibrer les choses. Mais en gros, quand on regarde dans le détail, on a toujours la même équation. L'idéal et les recherches internationales sur les conditions de travail, dont vous avez probablement peut-être parlé hier, le disent toutes, c'est toujours la même équation, c'est de l'autonomie, la valeur apprenante du travail, qui est si essentielle, et une certaine forme de sécurité. Et ensuite, alors c'est là qu'interviennent des valeurs qui sont... j'entends beaucoup le mot risque, mais le mot risque, il a deux valeurs. Il a une valeur strictement négative et une valeur strictement positive. Nous passons notre vie à être exposés au risque. Si nous faisons le futur, par définition, c'est être exposé au risque. Et donc, innover, c'est risquer. Dans mon métier, dans les métiers scientifiques, on passe notre temps à gérer des situations de risque. Par exemple, le risque de l'erreur ou de ne rien trouver du tout, qui est un risque. Donc, qualifier le risque uniquement de manière strictement négative en disant
l'homme est un danger pour l'homme, oui, d'accord, mais on peut aussi le voir autrement, puisque nous avons aussi la capacité de dire, mais l'homme peut être aussi une ressource pour l'homme ou la femme, évidemment. Et donc, moi, je voudrais insister là-dessus. Et cette attitude à l'égard du risque, elle est un des marqueurs des grandes différences d'abord des métiers, de la manière de les gérer, parce qu'un risque, ça se gère aussi, ça ne se supprime pas simplement, ça se gère pour créer d'autres équilibres. Dans la complexité, on ne peut pas annuler quelque chose en disant tout ira bien ensuite. Non, on crée autre chose à ce moment-là. Parce que si on change de modèle de développement, on va créer d'autres formes de risques. Voilà. Donc, ce sont des... Moi, le peu que je sais de l'économie, c'est que ce sont des équilibres temporaires qui se succèdent les uns aux autres et qu'il n'y a jamais d'horizon définitif. Sauf dans le modèle, par exemple, marxien. Marx disait, pour que ça marche, il suffit que les robots travaillent pour nous et nous pouvons faire ce que nous voulons, mais sans trop d'interaction, sinon on va s'apercevoir que les uns sont peut-être meilleurs que les autres pour faire ce qu'ils veulent, et donc ça risquerait de créer des problèmes. Donc les robots sont la solution ultime et il y aura zéro risque en quelque sorte. Mais ça, c'est une société où les ressources seraient abondantes, donc ils vivaient dans l'illusion de l'abondance des ressources à ce moment-là. Mais donc tout ça pour dire, le risque, effectivement, c'est une technologie et l'attitude à l'égard du risque est aussi un comportement et une manière de se modifier soi-même. Et de ce point de vue-là, les professions incorporent ces dimensions-là aussi, en termes de hiérarchie de prestige ou de hiérarchie de développement ou de potentiel de nous apprendre quelque chose pour le futur. Voilà le commentaire que je voulais donner. Alors, je vais répondre à ces questions très intéressantes. La première sur l'idée de la nécessité du pouvoir fort et donc de la dictature verte qui va nous sortir des crises écologiques. Alors c'est un vieux débat sur les questions écologiques qui date de au moins Hans Jonas, principe responsabilité, dans lequel Hans Jonas dit de façon tout à fait claire que pour lui le système démocratique est profondément incapable de résoudre l'urgence environnementale et que donc il faut, au fond, restreindre les libertés, les droits, et que c'est comme ça qu'on va réussir la transition écologique. Et ça a fait écho, et donc il y a un certain nombre de gens plus ou moins penseurs qui font écho à cette idée de Hans Jonas du pouvoir fort qui va nous sauver des crises écologiques. Bon, je pense que c'est une idée profondément fausse sur le plan théorique et profondément fausse sur le plan empirique. Donc sur le plan théorique, parce que ça méconnaît la qualité fondamentale de la démocratie qui est de pouvoir corriger ses propres erreurs, ce que ne sont pas capables de faire les pouvoirs dictatoriaux. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est messy, comme disent les Anglais, les Américains, c'est un peu... voilà, c'est pas très propre, mais c'est le seul régime politique qui est capable de faire ça. Et c'est faux sur le plan empirique parce que si on regarde le XXe siècle, c'est-à-dire que quand vraiment les crises écologiques ont commencé à apparaître et quand vraiment on a vraiment des mouvements considérables de transformation, d'altération des sols, etc., les plus grands destructeurs de l'environnement ont été les pouvoirs dictatoriaux. C'est des pouvoirs autoritaires. Les pouvoirs autoritaires ne sont pas du tout des pouvoirs qui préservent l'environnement. Si vous regardez les deux exemples des régimes peut-être les plus destructeurs de la biosphère, que sont l'URSS et la Chine, il se trouve que ce sont deux pays communistes. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que la Chine est sans doute le pays qui a le plus détruit l'environnement, pas seulement le sien, d'abord le sien, mais pas seulement le sien, également l'environnement mondial, et c'est précisément un pays communiste. Bon, vous pouvez dire non, en fait, c'est un pays capitaliste, et en fait, c'est un des visages du capitalisme. Oui, mais alors à ce moment-là, du coup, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est un pays communiste. Voilà. Donc, l'idée de capitalocène est quand même à mon avis, contredite de façon assez directe par l'exemple de la Chine. Et il se trouve que les pays les plus soutenables, au sens de ceux qui prennent le plus soin à la fois du bien-être humain et de l'environnement, sont des pays capitalistes. Bon, c'est fâcheux, mais c'est comme ça. Les pays nordiques sont des pays capitalistes et il se trouve que le pays le plus destructeur de l'environnement est un pays communiste. Bon, donc ensuite, évidemment, on peut discuter des vertus comparées
du capitalisme et du communisme. Et il se trouve que voilà, le pouvoir autoritaire, l'URSS avant ça, regardez la mer d'Aral pour en avoir une idée, a été une catastrophe environnementale. La Chine s'inscrit complètement dans cette logique-là. Donc je pense que empiriquement, mais c'est pas du tout prouvé que les pouvoirs autoritaires sont des pouvoirs qui se soucient un tant soit peu de l'environnement. Et si vous regardez aujourd'hui dans la nouvelle vague néolibérale autoritaire qu'on est en train de vivre, précisément inauguré par la Chine en 1989. On pensait qu'en 1989, c'était la fin de l'histoire, tout le monde allait gentiment vers la démocratie libérale. Il se trouve que 1989, c'est à la fois l'effondrement du mur de Berlin et c'est Tiananmen, et donc c'est la bifurcation chinoise vers un modèle qu'on pourrait dire néolibéral autoritaire, qui aujourd'hui est rejoint par beaucoup d'autres pays. Par exemple, le Brésil, regardez la première décision de ce pouvoir autoritaire formidable brésilien qui va nous sauver des crises écologiques, c'est grosso modo de revenir sur la seule bonne nouvelle depuis 20 ans qui était le ralentissement de la déforestation, et vous avez Bolsonaro qui va absolument saccager l'Amazonie, les gens qui y vivent, etc. etc. Une fois de plus, la Chine, regardez Trump qui devient de plus en plus un pouvoir autoritaire, et son premier réflexe est précisément de vendre tout ce qu'il peut vendre comme écosystème, y compris les plus protégés au business. Donc voilà, donc je pense qu'en fait cette idée qui traîne dans la littérature depuis Jonas est fausse. Elle est fausse du point de vue théorique et du point de vue empirique. En revanche, ce qui permet de corriger la démocratie et de faire en sorte que la démocratie corrige ses erreurs, c'est le mouvement civique. Et ça, on a en ce moment un nouveau mouvement civique. Et c'est le premier mouvement civique écologiste depuis les années 70. Concrètement, on l'attendait, enfin moi je l'attendais parce que je n'étais pas né, mais il y a des gens qui l'attendaient depuis 40 ans, ce mouvement. Et c'est un nouveau mouvement civique qui se lève pour réclamer des comptes à la démocratie, par des canaux démocratiques, c'est-à-dire la libre expression, et regardez ce que réclame le mouvement civique en France, par exemple, notre affaire à tous, l'affaire du siècle, etc., c'est le droit. Ils réclament le droit, ils veulent changer le droit. Et c'est par le fait que la justice climatique passe par les tribunaux. Et donc, c'est des canaux profondément démocratiques. Et c'est comme ça avec le nouveau droit de l'environnement, qu'ils veulent faire en sorte que la démocratie corrige ses propres erreurs. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout convaincu par cette idée du pouvoir fort. En lien avec ça, est-ce qu'on est dans un monde qui n'est plus statocentré et qui est devenu profondément décentralisé, etc. C'est très discutable, en réalité. C'est très discutable. Cette idée que l'État a disparu ou va disparaître, qu'on ressasse un petit peu depuis 25 ans sous l'effet de la mondialisation, etc. Une fois de plus, regardez aujourd'hui le monde, et ce monde assez peu sympathique, il faut bien le dire, qui est en train de se former sous nos yeux, c'est un monde très centré sur l'État. Je veux dire, une fois de plus, Trump, Xi Jinping, Erdogan, Orban, Salvini, demain Marine Le Pen, tout ça sont des gens qui croient profondément dans l'État, dans la souveraineté. Enfin, s'il y a une valeur qui est en vogue aujourd'hui, c'est la souveraineté nationale. Donc l'idée que l'État c'est fini et qu'on va passer à autre chose, c'est tout à fait contestable. En revanche, ce qui est vrai, et ça rejoint une question à laquelle je n'ai pas répondu sur une institution, est-ce que c'est seulement vertical ou est-ce qu'il faut associer les citoyens? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une nouvelle réalité qui s'ajoute à l'État, qui est la question des villes. C'est-à-dire qu'on est dans une double révolution depuis 10 ans. Enfin, non, la mondialisation, ça a commencé avant. Mais on est dans une double révolution qui est la mondialisation et l'urbanisation. C'est pour ça que la distance n'a pas disparu. C'est pour ça que le monde dans lequel la mondialisation allait abolir la distance est une illusion. Parce qu'en même temps que la mondialisation, on a l'urbanisation. Et l'urbanisation, en fait, relocalise et redonne énormément de pouvoir à la distance. Mais donc, c'est vrai que les villes et l'urbanisation, en effet, sont un mouvement qui... mais alors, est-ce que ça va contre l'État et est-ce que les villes n'ont pas besoin de l'État pour assurer certaines fonctions qu'elles ne peuvent pas assurer, comme par exemple la défense nationale, etc. Je pense que c'est plus complémentaire que fondamentalement orthogonal. Mais c'est vrai que cette notion des villes, et des villes comme acteurs de la transition écologique, il y a un enjeu majeur. La transition écologique sera en effet perdue ou gagnée dans les villes, c'est absolument clair. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et enfin, dernière question sur les ODD. Oui, c'est effectivement très important. Moi, je travaille beaucoup sur les indicateurs de bien-être et de soutenabilité pour dépasser la croissance et le PIB. Donc, j'ai vu les ODD d'un très bon œil et je suis heureux que les Nations Unies aient en quelque sorte symbolisé cette idée du dépassement. Parce que si vous regardez les objectifs, l'objectif de la croissance économique, c'est l'objectif 8. Et encore, c'est la moitié de l'objectif 8. D'ailleurs, je crois que l'objectif 8, c'est travail décent et croissance économique, au demeurant. Donc, c'est une toute petite partie d'un objet, enfin, c'est la moitié d'un objectif qui en compte beaucoup plus. Donc c'est bien remettre la croissance et le PIB à sa place, et donc c'est très important de ce point de vue-là.
La question, c'est comment est-ce qu'on passe de la description du monde au caractère performatif? Comment est-ce qu'on institutionnalise ces nouveaux indicateurs? Et si vous regardez, moi je travaille beaucoup sur l'intégration de ces indicateurs dans les procédures budgétaires. Si vous regardez aujourd'hui les tentatives qui sont faites, vous avez 25 États qui ont proposé d'intégrer ces nouveaux indicateurs de bien-être dans les débats budgétaires. C'est essentiellement de l'ordre du window dressing aujourd'hui. C'est un peu de l'ordre de la présentation ou de l'instrumentalisation, comme on l'a fait en France, mais ce n'est pas de l'ordre de l'orientation des choix budgétaires. Donc le pays qu'il faut suivre de ce point de vue-là, c'est la Finlande. La Finlande est, je pense, aujourd'hui le pays qui est le plus avancé, on va le voir pour l'exercice budgétaire 2019, dans l'intégration des objectifs de bien-être et de soutenabilité dans les processus budgétaires, qui sont tout simplement le cœur de l'activité démocratique. Mais oui, c'est effectivement très intéressant, à condition que ce soit opérationnalisé. Je ne pense pas qu'on ait le temps de faire un nouveau tour de questions, mais j'espère que cette table ronde a suscité beaucoup de frustration. C'est-à-dire, ça va vous donner envie d'aller plus loin, de discuter, de lire. Et je vais redonner la parole à nos deux intervenants pour qu'ils nous donnent un lien, une référence pour aller plus loin, d'un livre, mais éventuellement d'un article, c'est encore mieux, c'est plus court. Notamment M. Menger qui a travaillé sur à quelles conditions le travail revêt-il une valeur positive. Enfin, donc voilà une référence. Et du côté d'Éloi Laurent, on parle de changement social. Il opère une distinction entre la posture collaborative et coopérative. Donc là aussi, si vous pouvez donner 2-3 éléments pour nous donner envie d'aller plus loin. D'accord. Et puis, comme l'idée c'est d'aller plus loin, nous serons heureux de vous remettre à titre gracieux donc le dernier numéro de la revue Projet également. Il est arrivé. Oui, je peux te renvoyer à un gros livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le travail créateur » où je traite des dimensions positives et négatives du travail et de ce que ça représente et des combinaisons de facteurs qui sont instables et qui permettent de penser que voilà, les thèmes que j'ai abordés là, il y a un papier que j'ai écrit pour un volume en l'honneur d'Alain Suppiot, le juriste, qui était un traitement plus formel de cette question de à quelles conditions un travail est-il réellement bon. Et c'est dans un livre, je crois, qui s'appelle « Un travail réellement humain ». Ça a été, c'est Pierre Musso et Alain Suppiot qui ont été les coordinateurs du volume. Voilà, pour les références bibliographiques. Éventuellement un article qu'on peut trouver sur Kern? Je ne suis pas sûr, mais voilà, quand on a écrit, on passe au suivant et je n'ai pas regardé s'il était disponible. En tout cas, sur le site du Collège de France, vous avez des articles, mais aussi des interviews. Hein. Et la bibliographie entière et beaucoup de textes downloadables sont sur mon site au Collège de France. Merci. Sur Kern, je vais te donner quelque chose sur Kern. Alors, non, mais moi j'ai un papier sur Kern dans la revue Cité, il n'y a pas longtemps, sur la transition sociale écologique. Voilà, qui s'appelle la transition sociale écologique, récits, institutions, politiques, où je résume un certain nombre de choses, d'ouvrages, etc. Et 2 références à venir pour vous frustrer encore plus, qui vont paraître cette année. Donc en octobre, un livre sur sortir de la croissance mode d'emploi, qui sortira au Lien qui libère en octobre, et un nouveau manuel d'économie qui sortira chez Politipress en novembre, qui s'appelle The New Environmental Economics, Sustainability and Justice, et donc qui précisément essaye de repenser l'économie de l'environnement, non pas du point de vue de l'efficacité, mais du point de vue de la justice, en liant les questions de soutenabilité et de justice. Et oui, il y a un livre qui n'est pas forcément sur ces sujets, mais qui est sorti au Lien qui libère, qui s'appelle L'impasse collaborative, mais c'est un autre sujet. Un grand merci. Donc là, nous avons une demi-heure de pause. Merci à nos intervenants.